Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Centre-Ville. Vous êtes à l'écoute d'une toute nouvelle édition de Paroles littéraires. Avec vous au micro, Olivier Dumas. Et aujourd'hui, nous nous entretenons avec la comédienne et, pour l'occasion, auteure Danielle Fichot. Danielle Fichot participe à l'événement Les Laissés pour compte. C'est la 4e édition. Donc, c'est une série de contes un peu dans la lignée des contes urbains. Et cette année, c'est la 4e édition et le thème est l'ignorance. Ça aura lieu du 17 au 21 février au Théâtre La Chapelle. Et Danielle Fichot, je veux d'abord vous la présenter. Bonjour Danielle Fichot. Bonjour Olivier. Vous avez fondé en 88 une école, l'école Danielle Fichot, où vous enseignez à bon nombre d'apprentis comédiens, comédiennes et des gens qui s'intéressent au jeu. Oui, ça s'appelle les Ateliers Danielle Fichot incorporés et j'ai arrêté de compter il y a 10 ans à 2000 élèves. On voit que vous êtes un peu sur votre... toujours sur la lancée malgré les années qui passent. Vous avez terminé au Conservatoire de l'art dramatique de Montréal en 1976, l'année des Jeux olympiques. Vous avez fait un one-woman show, La Trousse, écrit par Louis-Marie Dansereau, et ce fut mis en scène par André Montmorency. On vous a vu dans les séries Chez Denise, Musée Éden. Vous avez participé au film Joyeux Calvaire et l'âge des ténèbres de Denis Arcand. Plus récemment, vous avez également joué dans La Passion d'Augustine de Léopold, qui est en nomination pour de nombreux prix Jutra. Donc, on peut quand même le souligner de ce bel accomplissement. Et vous avez, dans les contes urbains, vous êtes à la fois auteure et comédienne du texte « J'aurais donc dû ». C'est votre premier texte dramatique. Vous avez déjà fait des textes à saveur plus humoristique. Et puis-vous d'abord nous dire quelle a été votre première expérience comme spectatrice des Laissés pour compte? J'ai vu le spectacle l'année passée parce que j'avais des élèves qui jouaient dedans, des anciens élèves, pardon, qui jouaient dedans. Puis l'année dernière, c'était le sujet la peur. Et j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça grand, j'ai trouvé ça important. Et j'ai aimé la formule de court sketch, monologue, comme du stand-up dramatique, mettons. Puis certains très comiques. Puis c'est juste assez long pour te conscientiser, pour te brasser. L'interprétation était magistrale. Puis après le spectacle, je suis allée voir Pierre Chamberlain, qui était le directeur, et j'ai dit, est-ce que c'est un projet juste pour les jeunes? Tu sais, genre un projet subventionné 25-35. Il m'a dit non, mais l'année prochaine, je vais participer absolument. Parce que je trouve important, je trouve que de moins en moins, il y a de l'intergénérationnel, pardon. Puis, je trouve ça important qu'on se mélange. Puis j'avais envie de parler à la génération du public cible de ce show-là. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est le premier texte que vous aviez envie de soumettre, c'est celui, la première idée que vous avez eue pour dire, ben moi, je veux participer au Laissés pour compte. Est-ce que ça a été le monologue J'aurais donc dû? Ben, en fait, c'est le thème qui m'a parlé, l'ignorance. Parce que bon, je suis quelqu'un qui fait des montées de lait. et comme je côtoie 70 jeunes différents par session, parce que j'ai 70 élèves à moi par session, puis tous dans cette génération-là, il y a des affaires qui me choquent des fois, mais je peux pas leur dire, parce que je veux pas, comme, c'est des problèmes de génération. Puis je trouve que nous autres, les bébés boomers, on n'a pas assez parlé de ce qui nous est vraiment arrivé. Mettons, les personnes, les femmes, on a très peu dit qu'on était dans un monde plus misogyne avant. Au niveau du souverainisme, c'est bien beau de dire on va être souverain, mais je trouve qu'on n'est pas vendeur. Puis qu'on a beaucoup démissionné au dernier référendum, d'en parler. Puis notre génération de baby boomers, on n'a pas voulu passer pour loser. Fait qu'il y a bien des affaires qu'on a cachées et que les jeunes ne savent pas. Exemple, l'autre jour, je parlais d'octobre 70, puis la majorité des jeunes, ils n'avaient jamais même entendu parler. Puis c'est con, parce que je parlais juste du film, je parlais pas de l'événement. La Polytechnique, ils trouvent que c'est une belle fiction. C'est quand même aberrant. Sans qu'il y ait une prise de conscience du réel, c'est-à-dire que ça s'est vraiment
arrivé, là. Donc, on n'est pas juste dans un film inventé. Non, c'est ce qu'on a vécu, puis on vient de là. Puis je trouve que aussi, ils sont très passifs par rapport aux événements qui se passent. Mettons avec l'État islamique et la position des femmes, ils pensent qu'elles sont juste pas évoluées, tout ça, mais c'est parce que ils savent pas que ça a changé, ça. Et donc, dans votre texte, J'aurais donc dû, c'est une mère qui parle de sa fille et qui parle d'une certaine façon à sa fille, qui a vécu un événement assez traumatisant. Je ne veux pas vendre de punch, mais on voit que c'est une mère aussi qui se remet elle-même en question par rapport à ce qu'elle a vu de sa fille et aussi par rapport à toute sa génération. Donc, on voit que c'est elle aussi, c'est pas seulement une accusation, mais elle s'accuse elle-même d'une certaine façon. Oui, mais quand je dis ça, je ne nous accuse. C'est une mère qui vit quelque chose d'épouvantable avec sa fille, puis qui dit, oui, mais c'est de ma faute parce que j'y ai pas dit. Je l'ai pas partagé avec elle. Je l'ai laissé faire. Puis je trouve, tu sais, la génération Facebook, je trouve ça extraordinaire. Moi-même, je suis maniaque. J'y vais tous les jours. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que j'écoutais plus une nouvelle. Puis que j'étais informée seulement dans mon petit groupe d'amis. Puis je trouvais que je commençais à être fermée. Mais la gang de jeunes, c'est ce qu'ils font. C'est Facebook, Instagram, puis tout ça, puis ils ont l'impression d'être informés, mais c'est biaisé. Et mais pas que ça me dérange, là. Je trouve important d'en parler. Et donc, cette mère, un peu, fait aussi prendre conscience du chemin, un peu de l'ignorance, dans le fond. C'est aussi un texte, je dirais, intergénérationnel, où on parle aussi de l'ignorance et aussi de la perte de transmission. C'est exactement ça. Je trouve que on se transmet des affaires entre notre propre génération. Ils font la même chose, mais on interagit très, très peu maintenant. Lorsqu'on écrit une telle charge, est-ce que vous avez eu des modèles de dramaturges ou d'écrivains qui vous ont dit ah, j'ai envie d'écrire comme ça? Ben, en fait, j'ai enseigné, moi, 8 ans à l'École nationale de l'humour. Puis j'avais envie d'écrire un texte dramatique avec des punchy, avec la même formulation pardon, qu'un stand-up comique. Puis avec puis j'ai travaillé exactement de la même façon dont j'écrivais mes monologues quand j'écrivais du stand-up, parce que je l'ai été pendant 4 ans aussi. Mais quand vous parlez un peu pas de mélange des genres, mais d'une technique qu'on applique plus particulièrement à l'humour, à une forme comique, où on veut faire rire les gens, on veut faire réagir, c'est aussi, il y a une forme de transgression, c'est un peu de votre part, d'amener le drame ailleurs. Oui, mais j'ai arrêté d'être humoriste parce que, personnellement, juste faire rire une salle, ça me satisfait pas complètement. Moi, ce que j'aime, c'est les brasser, les faire sourire, les faire pleurer, les ramener dans le rire. Moi, la manipulation de public, c'est ma drogue. Est-ce que ça, c'est plus facile à faire dans le drame que dans l'humour, ce que vous venez de me dire? C'est plus accepté dans le drame que dans l'humour. Dans l'humour, les gens veulent juste rire. Moins maintenant, il y a plus une vague, je trouve intéressant là où l'humour s'en va maintenant, là, parce qu'il y a des cassures. Mais à l'époque où j'en faisais, c'était une ligne, un punch, là. Parce qu'il y a eu la génération, je pense notamment à Yvon Deschamps ou Clémence Desrochers, qui avait quand même une certaine conscientisation dans ses textes humoristiques. Alors, il y a quand même aussi, l'humour peut également déranger. Moi, c'est l'humour que j'aime. Sauf que quand j'en ai fait, c'était fin des années 80, début 90. Là, c'était juste, on veut rire, on veut plus être sérieux. C'était des gros moments de piment fort. Un rire, un punch, d'une certaine façon. Oui, une ligne, un punch, puis amène-moi pas un petit peu à penser, je ne veux pas. Mais il y a un retour à ça, et je trouve ça merveilleux. Est-ce qu'il y a des humoristes actuellement que vous trouvez qui brassent la cage comme vous aimez? Oui. Ben, en fait, il y a les grands, il y a Martin Petit, qui brasse le monde. J'aime beaucoup où s'en va Maxime Martin. Je trouve il devient mature. Puis c'est beau, maintenant, ce qui charrie. Il y a Corinne Côté, que j'aime beaucoup dans la jeune génération.
Est-ce qu'il y en a qui ont passé par votre école, par hasard, parmi ceux que vous me nommez? Corinne, puis Maxime. Donc, on voit qu'aussi, la transmission se fait d'une certaine façon. Et dans le texte, notamment, vous parliez un petit peu plus tôt dans l'entrevue du féminisme et vous voulez dire, votre personnage veut dire à sa fille toutes les étapes importantes du féminisme, par exemple des années 70 notamment. Je pense à celui qui était très présent lors de vos études au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. On pourrait passer des heures et des heures à en parler, mais de voir qu'il y avait une prise de conscience très forte à ce moment-là et qui n'est pas toujours connue. Vous me parlez un peu de la crise d'octobre, mais c'est aussi le discours féministe de cette époque-là et me semble enfin très peu diffusé aujourd'hui. Moi, j'ai été élevée dans une famille très misogyne. On n'avait pas le droit de parole. Il en parle dans le texte aussi. Oui, j'en parle. Je dis entre autres que ma fille ne sait pas que mes parents payaient l'étude des garçons, mais pas nous autres les filles, parce que de toute façon, c'est une dépense inutile vu qu'on était pour se marier. C'est un peu... c'est très réducteur. On n'avait pas le droit de parole. Puis j'étais élevée dans un quartier défavorisé. Ce qui était pas... en fait, là où la femme a eu sa place un peu plus tard. Même dans le texte, il est question du moment où les femmes ont pu voter pour la toute première fois. Alors, c'est pour dire qu'il y a eu des siècles où c'était pas permis. Ben oui, les filles de mon école ne savent pas. Bon, ne se servent pas de leur droit de voter, ce que je trouve épouvantable, parce que c'est rendu leur geste politique de pas voter, alors que ça peut pas être ça. Puis, elles savent pas que nos grands-mères ont eu le droit de vote en 1940. Elles pensent que ça s'est passé en même temps que les Anglais nous ont battus avec Montcalm et Wolfe, là. Et donc, même le personnage, elle disait à sa fille qu'elle n'exerce pas son droit de vote. On veut dire que la fille n'exerce pas son droit de vote et à quelque part, c'est dans le fond l'ignorance, on voit qu'elle est là également. Oui, puis l'ignorance, c'est le pire des mots. Parce que ça amène le sexisme, le racisme, le sectarisme. Ça amène des suiveux, ça amène les moutons. Plus on était... Puis... Oh! C'est un sujet qui me touche beaucoup en ce moment. Je trouve que le gouvernement en ce moment favorise l'ignorance. Et ça me choque. On revient à une politique à la Duplessis, en enlevant la religion, là. Mais, c'est comme, moins on en sait, mieux c'est. Est-ce que c'est aussi également, dans un texte comme j'aurais dû, une manière de, je dirais, laisser un héritage de nos combats? C'est tout à fait ce que je voulais faire. Conscientiser sur, peut-être que vous nous trouvez fatigants, nous autres les bébés boomers, peut-être que vous trouvez qu'on prend toute la place, peut-être que vous nous trouvez épais de vouloir conserver la langue française alors que l'anglais, dans la mondialisation, est plus populaire. Mais moi, j'essaie d'expliquer pourquoi on vient, d'où on vient, et pourquoi on veut garder ça, et c'est important. Lorsque vous avez soumis votre texte aux gens du Laissez pour compte, avez-vous une réponse rapide? Ah non? Ben oui, non. En fait, les Laissez pour compte, c'est d'abord un concours d'auteurs. Et ça, je trouve ça merveilleux, parce qu'ils lisent les textes sans savoir qui les ont écrits. Puis ils ont eu 75 textes quand même cette année, et ils en choisissent 6. On est 2 qui avons écrit nos textes et qui vont jouer dedans, moi et Alexandre Dubois, qui est un acteur merveilleux. Et puis les autres, c'est des auteurs qui ont écrit et qui font jouer leurs textes par des interprètes. Mais c'est pas des lectures. C'est un show avec des décors, des costumes, une scénographie hallucinante et mis en scène par un être merveilleux, Patrick Renaud. Ça, pour l'avoir vu, je peux vous dire également que c'est un vrai spectacle de théâtre. C'est pas une personne qui arrive avec son texte devant soi, quoique les lectures peuvent avoir des choses, des aspects très intéressants.
Mais est-ce que c'est vous qui avez décidé à ce moment-là de dire, ben j'aurais envie que mon texte, ça soit moi qui le lise? Non, ça s'est passé autrement. Bon, Patrick Renaud est un de mes anciens élèves. Puis non seulement c'est un ancien élève, mais à un moment donné, dans les cours, je fais toujours des retours à la fin du cours pour voir ce que les gens ont compris, puis on discute un peu pendant les dernières 15 minutes. Et à un moment donné, j'ai dit à Patrick, te rends-tu compte que tous tes retours ne sont pas que des retours d'acteurs, que tu es un professeur, un coach, puis qu'éventuellement tu pourrais faire de la mise en scène? Alors pendant 1 an, il m'a suivi et c'est moi qui ai appris à coacher. Alors, puis quand il a su que c'était mon texte, il a fait « Me ferais-tu l'honneur de le jouer? » Pour être sûr, ça veut dire que les gens qui ont choisi les textes ne savaient pas qui avait écrit les textes. C'était comme présenté de manière anonyme, les textes? Oui, c'était une lecture à l'aveugle. OK. Et puis ils lisent tous chacun de leur côté, ils choisissent chacun de leur côté et après ils débattent. Lorsque votre texte a été sélectionné, est-ce qu'on vous a donné des raisons pour lesquelles on vous a choisi? Ils ont été comme très touchés par la différence de propos puis par la dénonciation de certaines choses dont eux-mêmes n'étaient pas au courant. Et par le souffle de cette femme-là. Parce que, encore là, je veux préciser que je dénonce des choses, mais c'est la mère qui s'accuse. Elle accuse jamais la jeunesse, elle accuse rien d'autre qu'elle-même. Le personnage de la mère, est-ce que c'est vous, comme Flaubert disait que Madame Bovary, c'était lui? C'est un moitié-moitié. Tu sais. D'abord, c'est une fiction, j'ai pas de fille. Mais il y a des affaires dans ma vie privée, comme... C'est vrai que mon père était autoritaire, c'est vrai que ma famille était misogyne. C'est vrai que je suis féministe, puis c'est vrai que je suis séparatiste. Ce qui fait qu'à un moment donné, la fiction permet d'une certaine façon de dire, selon vous, des choses plus crues que lorsqu'on fait de l'autofiction? Oui, parce qu'il y a plein d'affaires là-dedans que je pense très fort, mais que je dirais jamais très fort si je n'étais pas déguisée en personnage. Vous êtes un personnage dans Les Laissés pour compte. Est-ce que ça a été facile de se laisser diriger par Patrick Renaud? C'était drôle parce que, bon, à cause d'un problème d'horaire, la première fois qu'on a répété ensemble, c'était dans mes ateliers. Fait que j'ai vraiment fait le setup, je me suis assise de l'autre côté. J'ai pris la place de l'étudiant, j'ai laissé le fauteuil du professeur. Et il y a eu un grand 5 minutes où on se regardait en faisant « C'est quand même incroyable qu'on soit reviré de bord comme ça. » Mais Patrick est un être vraiment intelligent. C'est un homme qui aime ses acteurs. Puis moi, comme comédienne, aime-moi, je vais te donner accès à tout. Si tu sens que tu m'aimes pas, ça peut fermer. Puis il m'a conscientisé sur t'as peur d'y aller. Tu y vas à peu près. Fonce. Puis le fait que ce soit moi qui m'accuse, il y a comme je m'accusais un peu, mais il a mis ça, là. Il a augmenté sur l'échelle Richter. Là. Donc, il vous a poussé dans vos derniers retranchements. Il m'a poussé, il m'a forcé à y aller, puis il m'a forcé à assumer la colère que j'avais. Puis, il m'a fait réaliser aussi qu'il y avait de l'humour dans mon texte, alors que, comme je m'étais dit, c'est dramatique, j'osais pas y aller. Comme quoi, ça nous prend toujours quelqu'un pour nous diriger. Hein. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous sensibilisez vos étudiants et étudiantes, la générosité dans le jeu? Tout le temps. Moi, je dis tout le temps, un acteur est au service. On est au service de l'auteur, du metteur en scène, de nos partenaires, des scénographes, puis du public. Puis je leur dis, si tu sers tout ce monde-là, tu te sers. Mais si tu veux te servir en premier, tu te desserres. C'est beau. Et par rapport aux autres comédiens, comédiennes du spectacle, est-ce que vous avez eu la chance de voir un peu ce que les autres faisaient aujourd'hui même?
Aujourd'hui, non, mais on a fait un enchaînement il y a 2-3 semaines. Et j'ai été... Puis ce qui est drôle, c'est que c'est très, très rare un spectacle où on répète chacun de notre côté. Puis j'ai été fascinée par les univers différents, fascinée par l'humour. Je trouvais que... Puis c'est tout le temps bizarre de se dire que ces personnes-là ont été dirigées par le même metteur en scène. Il y a même 2 filles que je trouve que physiquement, elles se ressemblent un peu, mais elles sont complètement différentes. Puis c'est vraiment 6 univers complètement différents, mais tout aussi intéressants. Il y a un texte qui est joué par Jannie Pronovo, qui est écrit par Juliana... L'éveillé de Trudel, je pense son nom. Oui, c'est ça. OK. Parce que moi, les noms composés, j'ai tout le temps de la misère. Et Juliana s'est inspirée d'un fait vécu. C'est une histoire qu'elle a lue dans le journal, puis qu'elle a décidé de partir là-dessus. C'est un garçon handicapé qui s'est fait battre à l'heure de pointe au métro en Grignon, et personne n'a réagi. Et c'est tellement touchant, ce texte-là, c'est incroyable. Alexandre, lui, parle du métier. C'est un acteur frustré qui parle à une de ses amies qui veut devenir comédienne. Le texte s'appelle « Conseil d'amis ». Oui, conseil d'amis, c'est le plus mauvais conseil d'amis qu'on peut donner à quelqu'un. Je dis, en tout cas, moi, j'ai dit après son monologue, « Rappelle-moi de plus jamais être ton ami ». Il y a Alphée qui parle de... Le monologue d'Alphée parle d'un nouveau papa qui a eu un petit garçon, puis qui a très, très peur que son garçon soit homosexuel, parce que lui a déjà vu de l'homophobie. C'est complètement fascinant. Puis les interprètes sont bons. La scénographie est le fun. J'ai pas vu encore les éclairages, évidemment, parce qu'on n'est pas en salle, mais le metteur en scène m'en parle avec des yeux brillants. Puis le théâtre La Chapelle, c'est un théâtre chaleureux où c'est le fun d'aller. On a toujours peur d'aller dans les petites salles en se disant ça va être broche à foin, mais pas du tout. Puis ce que j'aime, c'est qu'on va être à 2 pouces du public. Donc là, le message sera très frontal dans votre cas. Oui. Est-ce que c'est différent, par exemple, quand tu joues, par exemple, dans une grande salle, mais là, d'avoir les gens qui sont comme tout près de soi, est-ce que ça devient plus facile de dire les choses? C'est pas nécessairement plus facile de dire les choses, c'est plus facile d'aller en intimité, par exemple. Parce qu'on est moins en projection tout le temps. Puis dans ce temps-là, comme on est plus proche de notre souffle, parce que l'émotion monte avec l'air, comme on est plus proche, qu'on peut à la limite chuchoter, bien, on peut faire 1000 fois plus de nuances pour aller toucher le spectateur. Lorsque vous parlez, par exemple, de l'importance de s'approprier son histoire, je me gâte un petit peu. Vous avez participé récemment à la Passion d'Augustine de Léopold. Ça a dû être plaisant pour ça, là, de découvrir ou redécouvrir une page de notre histoire. Bien, c'était surtout passionnant parce que, bon, le scénario est extraordinaire. 2, travailler avec Léopold, c'est un cadeau, je le souhaite à tous les acteurs. Puis ensuite, ce qui est extraordinaire, c'est que Léa est pas québécoise. Fait que nous, on a une espèce de problème avec la religion parce qu'à un moment donné, il était omniprésent, puis il était castrant, puis tout ça. Mais elle a jamais vu la religion comme ça. Elle n'est pas catholique. Fait que tout ce qui l'intéressait, elle, c'était l'histoire de la musique et l'histoire de Simone Beaulieu, qui est comme... Bon, l'histoire est romancée, mais c'est basé sur l'histoire de la femme qui a fondé Vincent d'Indy, l'école de musique. Puis, c'était extraordinaire parce que elle a pris des comiques pour jouer dans un drame. Tu sais, Valérie Blais, Pierrette Robitaille, Diane Lavallée, moi, on est plus comique que dramatique. Et on a créé une chimie à tel point que c'est arrivé 2 fois que Léa nous a fait venir sur le plateau
qui est arrivée après nous, puis on s'était comme installés, puis elle faisait « Ah, vous êtes installés exactement comme je vous avais vu. » Puis on avait... Puis ce qui est intéressant aussi, il y a une espèce de chevalerie chez les comiques qu'il n'y a pas chez le dramatique, qui est « Ça, c'est ton couloir, moi, je vais prendre le mien. » Puis en plus, j'ai eu la chance de coacher les 4 jeunes qui étaient des musiciennes et qui n'avaient jamais joué. Et Léa a été extraordinaire parce qu'elle a fait « T'as compris mon texte? Je te les laisse. » Mais elle m'a pas imposé rien, tout ça. Puis la jeune Lisandre, qui est le premier rôle dans Les Jeunes, est en nomination pour actrice de soutien au JTRA. En terminant, Danielle Fichot, je rappelle que vous êtes l'auteur et la comédienne du texte « J'aurais donc dû ». Qu'est-ce qui vous donne comme spectatrice? Est-ce que vous aimeriez ça, le voir, cette édition des Laissés pour compte? C'est-à-dire, si vous n'aviez pas été impliqué, est-ce que vous auriez un bonheur de voir ça? Mais j'ai été spectatrice pour les autres et j'ai eu un grand bonheur de le voir, puis j'espère qu'elles ont partagé la même chose. Donc, je rappelle que Danielle Fichot sera de la 4e édition des Laissés pour compte. Cette année, le thème est l'ignorance. Ça sera du 17 au 21 février au Théâtre La Chapelle. Je vais même prendre le temps de donner le numéro de téléphone pour les gens qui veulent réserver des billets. C'est au 514-843-7738. Et je rappelle en terminant que Danielle Fichot fête cette année ses 40 ans de carrière et que l'école, les ateliers Danielle Fichot existent depuis 1988. Danielle Fichot, merci beaucoup de cet entretien. Merci.